Monsieur le Président de la République, distinguée Première Dame, épouse du chef de l'État, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la ministre, présidente de la CIPRES, Mesdames et Messieurs du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. Il est des choses que l'on aimerait ne jamais faire, ne jamais avoir à faire, ne jamais devoir faire. Ce que je commence à faire maintenant est au nombre de ces choses-là. Puisque tu me le demandes, cher aîné Firmin, je ne peux que m'exécuter. Le mardi 17 février, sur le coup de 9 h du matin, un tonnerre avait tailladé le ciel bleu de Brazzaville et nous était tombé sur les têtes, en nous assommant littéralement. Le ministre d'État, Firmin Ayessa, était passé à l'Orient éternel. Aux premières heures du matin, à Istanbul, en Turquie. Firmin, cher aîné, je ne saurais t'appeler autrement. Pendant que j'étais avec toi à Istanbul, il y a un mois, je m'étais surpris à m'écrier seul au milieu de la nuit. De ma bouche sortaient les quelques mots suivants. Non, non, non. Je ne dirai pas adieu à l'aîné Firmin. C'était l'avant-veille de mon départ d'Istanbul. L'après-midi de la même avant-veille, je t'avais rendu visite. Tu étais à mes yeux dans un état de détresse. Tu avais, et je le constatais, rassemblé toutes tes forces, comme si c'était les dernières, pour me parler. Tu souffrais trop. C'était tes propres mots. Je t'avais prié de ne plus faire l'effort de me parler. J'étais sorti en larmes de la salle des soins intensifs. Assis, après ce choc, sur une rampe haute, dans le couloir qui conduisait à la salle dans laquelle tu te trouvais, je vis sortir de nulle part un chat noir. Il refusait toute caresse des personnes qui le touchaient. Il se dirigeait vers moi. Arrivé à ma gauche, il avait bondi pour se trouver sur la même rampe et au même niveau que moi. Il était passé derrière moi en me caressant le dos et s'était posé à ma droite en position de repos. Je l'observais sans m'en préoccuper outre mesure. J'étais dévasté par ce que j'avais vu dans la salle et je n'avais pas la tête au jeu du chat. Après un peu plus de 5 minutes, le chat était repassé, cette fois-là dans le sens contraire,
toujours en me caressant le dos. Il était descendu de la rampe et avait disparu. Tout de suite après, je m'étais ressaisi et avait compris que c'était toi, l'aîné Firmin. Tu me consolais. En même temps, tu me disais adieu. Mon cri dans la nuit n'était que la suite logique de ce que j'avais vécu l'après-midi avec toi, dans la salle des soins et dans le couloir de l'hôpital. Ce que mon subconscient refusait obstinément est finalement arrivé. Tu t'en es allé. Tu es parti, cher aîné Firmin. Tu as laissé ton cadet Gilles, ainsi tu m'appelais, seul, planté, en train de te chercher désespérément. Aujourd'hui, te revoilà à mes côtés, mais inanimé. Dans tes dernières volontés que tu avais confiées à notre fils aîné Yana Ayessa, en décembre 2025, le devoir de prononcer ton oraison funèbre m'écombre. Je vais avant tout te parler. Après, ce sera à toi de me donner la force de prononcer ton oraison funèbre. Cher aîné Firmin, je commence par te demander pardon. Sans doute, je n'ai pas su durant tes derniers mois de vie te donner de bons conseils relatifs à tes soins de santé. Je m'en veux, mais toi, ne m'en veux pas. Pardonne-moi de ne pas avoir été perspicace. Toi, tu avais pris le pli de m'associer à toutes les grandes décisions relatives à ta santé. En 2020, j'avais cru un moment que cette habitude devrait être rompue. Pourquoi? Parce qu'un matin d'avril 2020, je m'étais résolu à t'appeler pour te dire que nous devions arrêter toutes les démarches en rapport à ton départ à l'étranger, recevoir des soins appropriés. À ma grande surprise, de ton lit de malade, d'une voix éraillée, tu m'avais répondu: Gilles, je suis d'accord avec toi. On arrête tout. Après t'avoir fait part de ma proposition de décision, j'en avais parlé aux deux autres membres de notre quatuor de ce temps-là, le camarade Pierre Ngolo, alors secrétaire général du PCT, et notre cadet commun, Jean-Jacques Bouillard, que nous avions tiré de l'aviation pour l'introduire dans la mêlée politique. Tous les deux m'avaient fait le reproche de vouloir m'accaparer de toi et de n'en faire qu'à ma tête. Je ne sais plus si c'était toi ou moi qui avait annoncé notre résolution au président. Sa décision avait été sèche. Il avait dit qu'à l'ouverture de la première fenêtre d'opportunité, toutes les frontières à travers le monde étaient fermées. Alors, pour cause de Covid, Firmin partira à l'étranger pour une prise en charge sanitaire plus complète. Il avait ajouté que notre résolution était irresponsable et irrecevable. L'ensemble de ces réactions m'avait convaincu de ce que tu n'aurais plus avantage à m'associer à tes grandes décisions sur ta santé. En 2020, le temps s'était fait notre allié. Tu avais vite guéri et tu as continué, comme si de rien n'était, à prendre mon opinion sur des questions de ta santé. Fin du mois de septembre 2025, tu m'avais appelé pour m'informer que tu repartais à l'étranger. Sans te demander pourquoi repartais-tu, je t'avais spontanément
Dis non, cher aîné. Ne fais pas ça. Oublierais-tu que le président nous a demandé d'accompagner le secrétaire général de notre parti dans la préparation du 6e congrès? Oublierais-tu, ajoutai-je, que tu es le président de la commission politique, la plus grande et la plus importante de toutes les commissions thématiques préparatoires du 6e congrès ordinaire du PCT? Sur un ton calme, c'était ton trait de caractère. Tu m'avais redit que tu devais partir. Tu avais ajouté qu'en le faisant, tu donnais suite à mes 2 conseils. Le premier, je t'avais fait savoir, il y avait déjà quelque temps, qu'au moindre inconfort, ne tarde pas à repartir vers tes médecins traitants. Le second, je te priais de changer de médecin traitant à compétences professionnelles et à qualité technique égale pour rompre la routine dans les prescriptions et échapper à la banalisation de ta souffrance. Dans la foulée, tu m'avais annoncé que tu n'irais ni au même endroit, ni dans le pays habituel. J'avais fini par comprendre et approuver. Moins d'une semaine après ton départ, tu m'avais appelé pour me dire que là où tu étais parti, dans le nouveau pays, les médecins t'ont avoué ne pas être en capacité de te prendre en charge correctement. Tu étais revenu à l'endroit et dans le pays habituel. Firmin, cher aîné, je t'avoue maintenant que de ce jour-là date ma culpabilisation. Aussitôt après notre conversation, j'avais pensé fort à te suggérer d'aller plus loin dans l'hémisphère nord, aux États-Unis d'Amérique, afin de recevoir un traitement curatif du mal qui te faisait tant souffrir. Mais je ne t'en avais pas parlé, sans trop savoir pourquoi. Je m'en veux aujourd'hui. Pardon, une fois de plus, cher aîné. Tu avais quitté le pays habituel de tes soins pour la Turquie. Je t'avais dit, pourquoi pas? Une fois arrivé à Istanbul, tu m'avais fait part de ton optimisme. Tu allais de mieux en mieux. Tu sentais à nouveau ton corps, me disais-tu. J'avais constaté pendant notre conversation que tu retrouvais peu à peu ton allant et ton air enjoué. Un matin de la mi-décembre 2025, tu m'avais appelé pour partager avec moi les propositions qui t'étaient faites en vue d'espérer sortir de ce qui ressemblait pour nous à un traquenard. Aucune de ces propositions n'emportait ton adhésion franche. Quelques jours après, toujours en décembre, tu m'avais demandé, avant de démarrer notre conversation, si j'avais du temps libre pour un échange franc et direct. J'avais répondu par l'affirmative. En substance, tu m'avais dit qu'étant mi-endormi, mi-éveillé, ceux des nôtres, se trouvant dans l'au-delà, étaient venus te déconseiller la chirurgie qui t'était proposée. Toi, tu étais du même avis qu'eux. Si l'on est ainsi, avais-je opiné, ne va pas au bloc opératoire. Nous étions tous donc d'accord. Mais peu avant la fin de l'année 2025, dans une autre conversation, tu m'avais donné à comprendre que tu y allais finalement. Tu n'y allais pas de gaieté de cœur,
C'était facile pour moi de m'en rendre compte. Ta voix n'était pas ferme du tout. Tu semblais me cacher quelque chose. Avec le recul, j'ai compris que tu étais presque contraint d'y aller. En toute naïveté, je t'avais encouragé à y aller. Je m'en veux encore, cher aîné. Toi, ne m'en veux pas. Comprends que j'étais désespéré. Je cherchais à m'accrocher à tout ce qui pouvait avoir des allures de bouée de sauvetage pour toi. Après mon séjour en janvier dernier à Istanbul, après donc l'opération chirurgicale que nous ne voulions pas au départ, j'ai réalisé que tu avais raison de refuser l'opération. Tu avais pris, avant qu'elle ne fût faite, la juste mesure de l'énorme risque qu'elle te faisait courir. Par bravoure, c'était ton tempérament à toi. Tu avais décidé d'aller affronter le danger. L'opération qui t'attendait ne te laissait presque aucune chance. Tu le savais. Un autre fils, Yann, qui était à tes côtés avant l'opération, tu lui avais tout dit dans le menu détail. J'en étais informé tout de suite après. Tu avais, de mon point de vue, traumatisé l'enfant. Tu lui avais parlé de façon on ne peut plus claire de ta mort prochaine et des suites de celle-ci. Tu avais choisi l'endroit précis où tu dois être inhumé. Tu lui avais dit comment te faire reposer en terre. Il y a quelques jours, il me disait que tu avais exigé d'être face au Levant, face à l'Orient géographique. Tu avais exigé un linceul entre guillemets, dépouillé de tous les oripeaux. Tu déplorais le fait que tu n'avais pas eu le temps de te faire fabriquer un linceul à l'ancienne, au Temina, au Kwanga, dans la langue de chez nous. Tu avais exigé une pierre tombale des plus simples, à même le sol, et sans le moindre signe ni symbole. Tu avais dicté ton épitaphe. Que n'as-tu dit pour ton repos éternel? Ta volonté, cher aîné, toute ta volonté sera faite. Je m'y engage. Cher aîné Firmin, le président que tu as servi avec loyauté, avec fidélité et avec fraternité, te ramènera à Onza, ta terre natale. Il te fera coucher pour ton repos éternel face à l'est, d'où commence la course du soleil. Tu seras dans un cercueil épuré, en bois blanc, n'ayant d'ornement que des pointes, servant à la jonction des morceaux de planche. Le cercueil n'aura ni vernis, ni quoi que ce soit d'autre. Ta sépulture sera au ras du sol, sans croix, ni rien de tout ce qui était à toi du temps de ton vivant. Cher aîné, étant à ma place de cadet, associé à l'exaucement de tes dernières volontés, puis-je trouver grâce à tes yeux et me faire pardonner de n'avoir pas su te donner le bon conseil au bon moment. S'arrête ici cette première conversation avec toi. Que ceux qui m'écoutent veuillent bien m'excuser de la longueur de celle-ci. Seul à seul, nous en avions, et tu le sais, de bien plus longues, d'interminables, dirais-je. L'aîné Firmin, je suis convaincu que tu m'entends. À présent,
donne-moi la force de prononcer ton oraison funèbre à proprement parler. Qui est l'homme à qui la nation rend un dernier hommage ce lundi 23 février 2026. Le vendredi 2 novembre 1951, sous l'ombrage des grands arbres et sur les feuilles de bananier d'Onza, à quelques encablures du centre administratif de Makwa, était né un bébé garçon, baptisé Firmin Ayessa Loma pour ses intimes. Il passa sa douce enfance dans les bras d'Henriette Okaka, sa maman biologique, et dans celle de Pauline Ngala, sa grand-mère, qui était de fait sa deuxième maman. L'enfant Firmin Ayessa était très attaché à la terre qu'il avait vue naître. C'est vrai que très tôt, à l'âge de 6 mois ou moins, il était parti de son village natal pour s'installer à Makwa Centre avec sa maman. Mais il revenait régulièrement au village se ressourcer à la faveur de chaque congé scolaire. Il était tellement enraciné et bien formé au rite de chez nous qu'il avait reçu en héritage, à l'âge de 14 ans, la gestion du clan familial à la mort du patriarche, son oncle maternel, Ndingamvoa. À 6 ans, il avait été inscrit à l'école de la mission catholique de Makwa. Après l'obtention du certificat des études primaires et élémentaires, l'élève brillant et fervent croyant en Dieu, Firmin Ayessa, fut sélectionné après concours pour poursuivre les études secondaires au séminaire Saint-Pidis de Makwa. La finalité étant de devenir prêtre, disciple de Dieu et de l'Église catholique, apostolique et romaine. Ce sacerdoce-là n'était pas sa vocation. Il prit un autre chemin et obtint son brevet des études moyennes et générales au collège d'enseignement général de Makwa et non au séminaire. De son passage au séminaire, le commun des mortels a retenu qu'il avait appris là-bas le latin qu'il a souvent utilisé et s'était exercé à la parfaite maîtrise de la langue française, d'où son amour immodéré des lettres et sa maestria dans l'expression orale et écrite. Ses talents d'orateur hors pair et de plume en or, il les tenait de cette formation de base. Les études secondaires de premier cycle parachevées vinrent les 3 années de lycée, dont 2 au lycée Champagnat de Makwa. Les études secondaires de deuxième cycle furent conclues par l'obtention, au premier tour d'examen, du baccalauréat de la série A, série des lettres, au lycée Savorgnan de Brazza, lycée central de Brazzaville. Il commença ses études universitaires à Brazzaville. Étant encore en première année universitaire, il se présenta au concours pour l'obtention d'une bourse devant lui permettre de poursuivre ses études en France. Il fut admis et acheva ses études en communication à l'université de Bordeaux en France. Les études universitaires terminées, commencèrent la vie professionnelle et par la suite la vie politique. En accord avec ses études, son premier emploi en 1977 était celui de journaliste à la RTC, Radio Télé Congo. Les plus âgés que lui, les gens de son âge, les moins âgés, qui suivaient les émissions de Radio Congo, la voix de la révolution congolaise, se souviennent tous de chaque éditorial sorti des entrailles de Max Loma, Firmin Ayessa de son état civil.
Un an seulement après son arrivée à Radio Congo, il occupa la fonction de directeur des programmations. Firmin Ayessa fut un grand journaliste, un très grand journaliste, préciseront certains. Christian Gilbert Bembe, un autre grand journaliste, devenu ministre de l'Information en 1984, sous la très haute autorité du président Denis Sassou Nguesso, n'hésita pas à le faire venir à ses côtés pour lui confier la direction de son cabinet. La même année, 1984, Firmin Ayessa fut promu directeur général de la radio-télévision congolaise. Il garda cette fonction jusqu'en 1989. De 1989 à 1991, il fut directeur général de l'Agence congolaise de l'information, ACI en sigle. Les nouvelles autorités installées au pouvoir à la suite de la conférence nationale de 1991 avaient brutalement arrêté son parcours professionnel dans la fonction publique. Il s'était retrouvé en 1992 dans le secteur privé en assumant la responsabilité de rédacteur en chef du quotidien Aujourd'hui, journal privé de presse écrite publié à Brazzaville. L'arrêt du parcours professionnel de Firmin Ayessa dans la fonction publique correspondait à une année près au lancement de son parcours politique. En 1990, il avait été élu membre du comité central du Parti congolais du travail par les participants au 4e congrès extraordinaire du PCT. Il est demeuré membre du comité central du PCT jusqu'à sa mort. Au congrès du PCT de 2006, il avait accédé au bureau politique et au secrétariat permanent du bureau politique de notre parti. Il était parti du secrétariat permanent en 2011 pour cause de cumul de responsabilités. Il était néanmoins resté au bureau politique, et ce, jusqu'à présent. Homme de fidélité, Firmin Ayessa n'avait pas cédé à la vague de démission avec fracas du PCT qui se déployait peu avant, pendant et après la conférence nationale de 1991. Par fidélité à son parti et au président du comité central, le président Denis Sassou Nguesso, ainsi que par conviction, Firmin Ayessa est au nombre des résistants de la première heure du PCT. Toute sa vie, il n'a détenu qu'une seule carte de membre du parti, celle du PCT. Homme très apprécié au PCT, il est décédé en étant commissaire politique du parti pour le département de Pointe-Noire. Après avoir présidé, avant son départ à l'étranger, la commission politique préparatoire du 6e congrès ordinaire du PCT, tenu du 27 décembre 2025 au 1er janvier 2026. Ayant la pleine confiance du secrétaire général du parti, notre camarade Pierre Moussa, Firmin Ayessa était de ceux qui constituaient le noyau dur d'élaboration des stratégies politiques du PCT. Le couronnement, s'il en est, de la vie politique du ministre d'État, Firmin Ayessa, avait été sa présence au cabinet du président de la République. Aussitôt après la fin de sa mission d'organisation du Forum national pour la réconciliation, le président de la République l'avait fait venir à ses côtés en 1999 pour être directeur du cabinet civil. Entre 2002 et 2007, il était directeur adjoint du cabinet du président de la République. La direction du cabinet civil n'existait plus. En parallèle de ses fonctions de directeur adjoint du cabinet du président de la République,
il avait été élu en 2002 député de la circonscription unique de Makwa. Régulièrement réélu, il est à son 5e mandat de député de Makwa. En 2017 et en 2022, candidat unique, il avait été réélu avec 100% des voix. À Makwa, il était le député avec grand D, l'homme clé, l'homme populaire, l'homme respecté. Le 15 mai 2007, il était passé du statut de directeur adjoint à celui de directeur du cabinet du président de la République avec rang de ministre d'État. En l'absence de la fonction de Premier ministre dans la structure gouvernementale, le ministre d'État, directeur du cabinet du président de la République, était le Premier ministre de facto. Plus proche collaborateur du président de la République, le fidèle des fidèles, c'était ainsi que le qualifiait le président de la République. Le fin stratège Firmin Ayessa a été de toutes les batailles politiques du président de la République, qu'elles soient nationales ou internationales. Le ministre d'État, directeur du cabinet du président, avait toujours un rôle à jouer. Ce rôle pouvait être public, comme celui de directeur national de la campagne du candidat Denis Sassou Nguesso à l'élection présidentielle de 2009 et à celle de 2016. Son rôle pouvait être aussi joué dans l'ombre, comme c'était le cas en 2015, au moment où, suivant le bon sens, il avait fallu proposer au peuple congolais le changement de constitution. Le ministre d'État, Firmin Ayessa, et les 3 autres membres du Quatuor, auxquels j'ai fait allusion au début de mon propos, avaient préparé, avec munitie, les consultations présidentielles et le dialogue de Sibiti, qui avait débouché sur l'organisation du référendum du changement de la Constitution. Ils avaient négocié jour et nuit avec différentes personnalités du pays pour l'apaisement dans le pays. Le ministre d'État, directeur du cabinet, recevait et parlait avec tous les opposants au pouvoir. C'était son rôle dans l'ombre. Homme avenant, il suscitait spontanément le respect de ses interlocuteurs de l'opposition. À l'international, le directeur de cabinet du président de la République, le ministre d'État, Firmin Ayessa, était le missi dominici du président pour des négociations non officielles. Le président de la République ici présent me rappelait hier le rôle qu'il avait demandé au directeur de son cabinet d'alors, Firmin Ayessa, de jouer en coulisses dans le cadre de la médiation sur la crise centrafricaine en 2014. Le président de la République m'en parlait en tenant dans ses mains une lettre qui lui avait été adressée par l'une des parties centrafricaines au conflit, dans laquelle hommage était rendu à Firmin Ayessa pour son rôle de facilitation dans l'ombre des négociations. Le dévoué, le stratège et le fidèle collaborateur du président de la République ne sera pas de la bataille présidentielle qui s'ouvrira le 28 février prochain. C'est à peine croyable. Lui qui avait participé activement aux côtés du secrétaire général du PCT, le camarade Pierre Moussa, à la préparation des stratégies de la campagne pour l'élection présidentielle des 12 et 15 mars prochains. Lui qui était choisi pour diriger la campagne du candidat Denis Sassou Nguesso à Makwa. Lui qui a été de toutes les campagnes du président de la République depuis 2002.
lui, Firmin Aïssa, ministre d'État, membre du bureau politique du Parti congolais du travail, s'en est allé au moment où son chef, le président de la République, candidat à sa propre succession, avait le plus besoin de ses précieux services. Ainsi va la vie et sa fin pour chacun. J'en viens à l'activité gouvernementale du grand ministre d'État. L'expérience gouvernementale de Firmin Aïssa s'ouvre en janvier 1998 par sa nomination à la tête du ministère chargé de l'organisation du Forum national pour la paix, la reconstruction, la démocratie et l'unité nationale. Sa mission parfaitement accomplie, avec des résultats probants, salués par toute la classe politique et par la population congolaise. Le ministre Firmin Aïssa quitta le gouvernement pour s'installer au cabinet du président de la République durant 19 ans. Il revint au gouvernement en 2017 pour occuper le poste de vice-premier ministre chargé de la fonction publique, de la réforme de l'État, du travail et de la sécurité sociale. En 2021, à la faveur de la réélection du président de la République à la magistrature suprême, il garda les mêmes attributions, la réforme de l'État en moins et avec la qualité de ministre d'État. Au gouvernement de la République, le vice-premier ministre, puis ministre d'État, s'est distingué, entre autres, par son sens élevé de la responsabilité, son attachement à l'intérêt supérieur de la nation, son dévouement à la cause publique et sa loyauté envers les institutions de la République. Il a travaillé avec acharnement à réformer le Code du travail, à améliorer la protection sociale de l'ensemble des Congolais et à promouvoir le dialogue social. Le nouveau projet de Code du travail, sur lequel il s'était penché pendant des mois, est désormais au rôle du gouvernement pour examen et transmission au Parlement pour adoption. Sous son impulsion, s'était poursuivie la refondation du système de sécurité sociale engagé par le gouvernement au début des années 2000. Le projet le plus emblématique porté par le ministre d'État Firmin Aïssa est celui de la mise en place de la Caisse d'assurance maladie universelle, CAMU en sigle. Il y était parvenu en 2024 en installant les organes de gouvernance de la CAMU. Il avait personnellement guidé l'institution dans sa première année d'opérationnalisation. Le faisant, il installait l'espoir dans les cœurs de nos concitoyens les plus démunis et de la dignité pour les plus fragiles d'entre nous. Le ministre d'État Firmin Aïssa avait également travaillé avec acharnement au rapprochement de la Caisse nationale de sécurité sociale, de ses assurés et leurs ayants droit, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de leur accueil. Cela s'était traduit par la construction des immeubles de la direction départementale de la SNCS de Pointe-Noire, la direction départementale de la SNCS de la Cuvette, l'agence SNCS Centre-Ville de Brazzaville, la direction départementale de la SNCS de la Likwala, la direction départementale de la SNCS de la Cuvette Ouest, l'agence SNCS d'Oyo. S'inscrivant dans les pas du président de la République, le bâtisseur infatigable, et avec son accord, le ministre d'État, Firmin Aïssa, avait vivement encouragé la SNCS à construire l'immeuble déjà baptisé la Tour Espérance, au centre de Brazzaville. L'édifice s'élève fier et altier. Ce sont les mots qu'il avait utilisés
dans son discours pendant la cérémonie de lancement des travaux, en présence du président de la République. Le ministre d'État n'assistera pas à l'inauguration de ce monumental et bel édifice. Et pour cause. S'agissant enfin du dialogue social, une autre des principales missions menées par le ministre d'État Firmin Ayessa, il l'a animé avec l'abnégation et le brio que l'on s'accorde tous à lui reconnaître. Sur instruction du président de la République, il se donnait corps et âme afin que règne la paix sociale dans les milieux de travailleurs et des fonctionnaires. Il conduisait avec sagesse et détermination les sessions du Comité national du dialogue social et celles de la Commission nationale consultative du travail. Il avait pour lui l'écoute et le respect des partenaires sociaux. À son crédit, il doit être mis le fait qu'il n'y a pas eu, durant ces années au ministère du Travail et de la fonction publique, de grève nationale paralysant le pays. Et lorsqu'éclatait un conflit dans un secteur ou dans une administration, à la demande du président de la République ou du Premier ministre, il se portait en première ligne pour la négociation et le règlement du conflit. Ses collaborateurs disent de lui qu'il était perfectionniste au travail, rigoureux dans le traitement des dossiers, vif sur le plan intellectuel, impartial, disponible, pétri de sagesse, respectueux des partenaires sociaux et recherchant avec eux de tout temps le consensus. Il savait aussi mettre en valeur les cadres par son écoute, son humilité et son amabilité. Ce sont les déclarations des concernés. Au niveau international, le ministre d'État Firmin Ayessa avait l'estime et la considération des instances de l'Organisation internationale du travail, OIT en sigle. De 2018 à 2025, il avait participé à toutes les sessions de la Conférence internationale du travail, preuve de l'estime et de la considération dont il bénéficiait. Il avait été, le 12 juin dernier, l'invité d'honneur de la session de haut niveau mondial de la Coalition mondiale pour la justice sociale. Homme d'État, homme de dossier, homme du dialogue et de l'action, le ministre d'État, Firmin Ayessa, a laissé une empreinte indélébile au ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale qu'il a occupé jusqu'au 17 février dernier. Il a accompli avec dignité, honneur et dévouement toutes les missions qui lui avaient été confiées au gouvernement de la République. C'est la trace qui nous laisse pour cette tranche de sa vie. Ai-je trop dit? Ai-je dit plus que de raison? Je pense que non. Quelques pages, quelques phrases, quelques mots ne pourront jamais retracer de façon exhaustive 50 ans de vie professionnelle, vie politique comprise, et 74 ans de vie au total. Il me revient à l'esprit que trop souvent, nous couvrons d'éloges les morts. Nous leur attribuons parfois des qualités qu'ils n'avaient pas de leur vivant. Ce n'est pas du tout le cas pour ce qui concerne le ministre d'État, Firmin Ayessa. Il était à certaines considérations près l'incarnation de la vertu. Qui d'entre nous avait été en contact avec le ministre d'État, Ayessa, et avait été déçu de lui? Je puis répondre, personne. Affable, il l'était. Sincère, il l'était. Aimable, il l'était. Humaniste, il l'était. Humble,
il l'était. Généreux, il l'était. Philanthrope, il l'était. Je pourrais énoncer des dizaines d'autres vertus. La formule restera la même. Telle vertu, il l'était. J'ai retenu comme énoncé final, bon père de famille, il était. Voilà pourquoi ces enfants, dans l'ordre de naissance, Yann, Belinda, Stevie, Max Loma, Eva, Benji, Firmine, Tony, Claude, Firmin Junior, Béni, Maxime, Firmin Emmanuel, Rigaud, David, Henriti, Émilie, Chancelvie, tous ont le cœur brisé. Eux et leur maman ont perdu celui qu'ils chérissaient de toutes les vibrations de leur cœur. Le président de la République, père de la nation, m'a chargé de transmettre de façon solennelle à toute la famille du ministre d'État, Firmin Aïssa, les condoléances les plus émues de la nation congolaise en deuil ce jour 23 février 2026. Cher aîné Firmin, j'ai introduit mon propos par un dialogue avec toi. Je le conclus par le dernier dialogue avec toi. Au commencement, j'avais fait revenir en mémoire ce que tu m'avais donné de vivre l'avant-veille de mon départ d'Istanbul en janvier dernier. Il s'était passé quelque chose de plus fort encore la veille de mon départ. J'étais dans la salle d'attente de l'unité des soins intensifs où tu te trouvais. Ceux qui devaient m'amener à toi paraissaient tous très préoccupés. Ils avaient fini par me conduire à toi. J'étais arrivé à l'extrémité basse de ton lit de malade. Tes yeux étaient fermés. Ton visage n'accusait nullement de la souffrance, mais tu ne réagissais pas à ma présence. L'infirmière te signalait en vain ma présence. Il n'y avait aucune réaction de ta part. Le superviseur des soins me demanda de te toucher aux pieds. Je l'avais fait. Toujours pas de réaction. Il me recommanda de me mettre du côté droit de ta tête et de te tenir avec énergie à ton épaule droite. Ce que je fis. Tu ouvris enfin tes yeux et réalisa que c'était moi qui me tenais là, à tes côtés. Tu versas une grosse larme de ton œil droit. Elle perla sur ta joue et alla jusqu'à ton oreille. Tu refermas immédiatement tes yeux. La messe était dite. Entre initiés, le message était passé. Tétanisé, je n'eus pas la force d'essuyer ta larme. Paralysé, je ne sus pas comment quitter le lieu. Tu avais ainsi fermé pour moi définitivement les yeux. Pourquoi dis-je pour moi? Parce que quelques jours après cette visite, j'avais été informé de ce que tu avais repris un peu de force et que tu parlais.
Ainsi font les grands hommes. Tu en étais un. Ndingi Bambi, Olumbo Kaga, Lomala Kasi, Oyangando Bafumba, Ikunzela Mbanzemba, Yomba Piri. Firmin, cher aîné, je t'ai appelé par tes noms de la tradition et de la notabilité de chez nous. Ces noms qui te donnaient du frisson et te faisaient bomber le torse. Chaque nom prononcé appelait de ta part une réponse faite d'un autre nom, de valeur, d'homme de valeur, disais-je, ou d'une courte phrase mettant en exergue les principes et règles de la morale de chez nous. Aujourd'hui, toi Ndingi Bambi, autrement dit, l'homme des défis, tu ne me réponds pas. Toi l'enfant, ça se dit chez nous, le mari. Toi l'enfant d'Okaga Achono, Oloma Achono, Achona Nyombo, tu ne me réponds pas. Toi, Lomala Kasi, Oyangandoba Afumba, l'homme qui affronte le danger caché sous une touffe, tu ne me réponds pas. Toi, Ikundela Mbanzemba, la guêpe aux deux côtes, tu ne me réponds pas. Je sais à présent que tu ne me répondras plus jamais. Plus jamais tu ne répondras au président, notre cani supérieur. Plus jamais tu ne répondras à tes collègues Yombi, de notre confrérie d'Akwa Penda. Plus jamais tu ne répondras à tes enfants et à leur maman. Plus jamais tu ne répondras à notre aîné commun, Pierre Moussa, avec lequel nous avons tant et plus travaillé ces 6 dernières années. Plus jamais tu ne répondras à tes collègues du gouvernement et à tes camarades du Parti congolais du travail. Plus jamais tu ne répondras à tes électeurs d'Akwa Penda. Tu ne répondras plus jamais à personne. Tu as rendez-vous avec tous nos ancêtres qui t'ont précédé. Je le sais, cher aîné. Va au rendez-vous. Va retrouver tous les tiens qui t'attendent. Vas-y en paix. Ici et maintenant, le rideau de la scène de ta vie se referme. Le lourd silence des mauvais jours tombe. Je me tais.